Le Club Radioscoop. Radioscoop. Ouverture du Club Radioscoop. Bonne année dans le club sur Radioscoop. Merci d'être fidèle au rendez-vous en podcast, à la radio aussi, entre 20h et minuit, la Génération Club dans le club Radioscoop. Merci d'être là. On va recevoir encore plein d'invités dans cette nouvelle année avec plein d'idées de faire des DJ dans cette annexe digitale pour ceux qui nous suivent en vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous êtes juste en mode audio podcast, allez voir les images qui sont sur notre chaîne YouTube Radioscoop. Il y a plein de DJ qui vont venir, il y a plein d'organisateurs de soirées et c'est la première fois que je vais recevoir mon premier invité de 2026. C'est un couteau suisse de la musique. Ça fait 25 ans qu'il est dans le milieu artistique de la musique électronique. Il s'appelle Ludovic Rambaud. Salut Ludo. Hello, salut Adrien, bonjour à tous. On le disait en antenne, Ludovic, c'est un cas complexe puisque il fait tellement de choses. Donc ça va être très enrichissant pour tous les fans de musique électronique, tous les fans de DJ, tous les fans des anecdotes sur les DJ, parce qu'on va parler de plein de choses. Il est de partout depuis 25 ans. Il y a un festival, il y a DJ Mag, il y a aussi Only for DJ à l'époque qui n'existe plus aujourd'hui. Il y a aussi Clubbing TV. J'ai plein de potes d'ailleurs qui passent sur Clubbing TV. Il y a l'UCPA, il y a des écoles de com. Il y a plein de choses. Et j'ai envie de te poser comme première question pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que tu es un homme de l'ombre. Oui, t'es un homme de l'ombre. Est-ce que tu peux nous expliquer ton job depuis 25 ans dans l'ombre de certains DJ? Écoute, j'ai pas un seul job, en fait, j'ai plusieurs métiers. Comme tu l'as dit, couteau suisse, c'est vrai que c'est pas mal comme expression. Et puis, c'est vrai que c'est souvent des métiers que les gens ne connaissent pas forcément ou ne valorisent pas parce qu'on n'est pas derrière... devant l'objectif ou sous les lumières ou même dans les clubs aux platines. Ah ouais, tu penses que t'as pas été assez valorisé? Ah non, pas du tout, je dis pas ça, c'est juste que c'est vrai que contrairement aux artistes forcément qui sont eux très exposés, tous les métiers qui entourent les artistes le sont beaucoup moins et c'est tout à fait normal. Donc moi en gros principalement pour la faire courte, j'ai commencé vraiment en tant que journaliste, rédacteur pour mes magazines puisque c'est quand même ce qui a fait que j'ai pu côtoyer tout le gratin de la musique électronique depuis tant d'années. J'ai commencé, j'avais 20 ans, donc en 2001, et j'ai gravi peu à peu toutes les étapes, tous les échelons. J'ai été amené à rencontrer tous les artistes. Alors quand on dit tous les artistes, ça peut paraître prétentieux et c'est évidemment pas possible, mais la plupart des artistes qui sont aujourd'hui sur le devant de la scène, je les ai connus moi quand ils ont commencé. Et puis ce qui est passionnant, c'est que tout le temps, en fait, en permanence, il y a des nouveaux artistes qui arrivent. Donc du coup, on remet des pièces dans la machine et on découvre de nouveaux profils avec qui on échange. Donc moi, c'est vrai que j'ai quand même construit ma carrière sur ce profil de journaliste. J'ai fait beaucoup d'interviews. J'ai eu la chance de connaître la musique électronique au moment où elle a explosé. Alors même avant un petit peu qu'elle explose vraiment dans le grand public, avant les réseaux sociaux, avant le streaming, qui sont deux paramètres qui ont totalement bouleversé notre milieu et notre activité, que ce soit le clubbing ou plus largement la musique. Et donc voilà, j'ai connu David Guetta en 2001 quand il a sorti son premier album. C'était le moment où la French Touch commençait vraiment à prendre une dimension internationale. Il y avait les Daft Punk à cette époque-là aussi qui commençaient tout juste à faire leur projet avec leur casque de robot. Donc j'ai vraiment eu cette chance-là d'être là au bon moment. J'ai connu Ibiza aussi avant que ça devienne ce que c'est devenu et je me rappelle mon premier gros dossier pour le magazine, c'était d'ailleurs de partir à Ibiza pendant 4 jours pour les openings en 2001. Puisqu'à l'époque j'étais basé en Espagne, donc c'était pas très loin et du coup j'ai découvert l'île sous tous ses aspects et j'ai fait un dossier spécial à l'époque de 32 pages dans le magazine. C'était ma première grosse expérience de journaliste et j'ai été amené ensuite à rencontrer tous les artistes, les maisons de disques, les managers, tous ceux qui encadrent ce que personne ne voit quand on écoute la musique, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent derrière, les managers, les agents, les attachés de presse, évidemment beaucoup. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai grandi dans ce milieu. Et puis après, sur le tard, j'ai fait beaucoup d'autres choses, dont beaucoup de choses que je continue de faire aujourd'hui, dont on parlera peut-être un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que c'est ça le cœur
de ma relation avec la musique électronique, c'est avant tout ce côté journaliste. Tu disais, t'as démarré en 2001 en tant que journaliste. 2001, l'époque, cette époque-là, les DJ n'étaient pas forcément les rockstars d'aujourd'hui. T'étais journaliste spécialisé dans la musique électronique, dans la dance music? Complètement, du départ. Mais est-ce que, du coup, les journalistes spécialisés dans la dance music, ils étaient aussi underground que la French Touch des années 2000? De toute façon, il y avait pas autre chose que l'underground à ce moment-là. Ouais. Parce que faut pas oublier d'où on vient. C'est vrai que moi, je raconte souvent ça aux jeunes. Je dis aux jeunes, tu vois, je suis pas si vieux que ça, mais. Justement, ce podcast, il est là pour aussi pour toucher les jeunes. J'ai commencé, j'avais 20 ans, donc j'ai commencé en 2001, j'avais 20 ans, donc je vous laisse calculer combien j'ai aujourd'hui. Je vais pas dire que je suis vieux, mais j'ai un recul, une expérience qui me permet de raconter plein de choses sur comment c'était avant. Alors, je suis pas du genre à dire c'était mieux avant. Hein, je déteste ça d'ailleurs, ceux qui arrêtent pas de dire c'était mieux avant. Non, il faut vivre avec son temps. Il faut les musiques électroniques, l'industrie de l'événementiel, puisque c'est quand même ça aussi qui nous drive tous, que ce soit dans les clubs, les festivals ou tout ce qui permet à la musique d'être écoutée en public. Ça a évolué énormément, ça c'est clair. Quand j'ai commencé, même quelqu'un comme David Guetta, c'était extrêmement intéressant de discuter avec lui de 2001 à 2007 quelque part, puisque la bascule, elle a eu lieu en 2007. Je me souviens très très bien d'une discussion que j'avais eue avec lui dans un train en allant à Rouen, puisqu'à l'époque il jouait encore dans des clubs français en province pour des tout petites sommes d'argent. Et c'était moi. J'ai connu tout ça et c'est pour ça que c'est intéressant de voir comment ça a évolué depuis. Et je t'avoue que il y a beaucoup de raisons de se perdre parce qu'il y a tellement eu de changements cruciaux, majeurs, qui ont fait que, y compris les artistes d'ailleurs, ces artistes-là et tous ceux qui sont arrivés après, aujourd'hui le plus gros défi, je pense, pour un jeune artiste ou un DJ, c'est de se remettre en question et de trouver sa place. Parce qu'en fait, à l'époque, c'était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. À l'époque, on choisissait sa musique. Déjà, on ne choisissait pas sa musique dans un logiciel. On se déplaçait, on allait écouter de la musique, on recevait beaucoup de promos physiques. Moi, le premier. J'ai une collection de vinyles et de CD à la maison qui prend beaucoup de place parce que j'ai eu la chance de recevoir de la musique toutes ces années-là gratuitement. Et c'était pour moi ma plus grande source de motivation, c'était ça avant tout, c'était de recevoir toute la musique, toute la promo. Aujourd'hui, c'est compliqué de s'y retrouver parce qu'il y a plus de 100 000 titres mis en ligne tous les jours. On va pas parler de l'IA, l'intelligence artificielle qui est en train de complètement bousculer encore une fois le monde de la musique avec tous ces morceaux qui sont créés artificiellement et qui viennent polluer, qui viennent pourrir l'expérience des utilisateurs et qui vient surtout concurrencer déloyalement tous ceux qui font encore les efforts d'être créatifs. Et voilà, donc c'était incomparable. Et surtout, le gros changement, c'est qu'à l'époque, encore une fois, aucun DJ de ceux que j'ai pu rencontrer, que ce soit les plus underground à Ibiza ou que ce soit ceux qui prétendaient développer une carrière internationale comme David, comme Martin Solveig, comme Bob Sinclair, pour ne citer que ces trois-là qui sont peut-être les trois plus connus en France, aucun d'entre eux ne pouvait mettre une petite pièce sur le fait que le DJ serait une superstar un jour et que le DJ serait millionnaire un jour de par son activité de DJ et qu'il serait écouté par des milliards de personnes à travers la planète. Aucun de ceux que j'ai pu connaître à ce moment-là ne pouvait mettre un centime d'euro, ne pouvait parier que ça arriverait. En fait, c'était pas du tout écrit. Ah ouais, c'était ils s'en rendaient pas compte. Enfin, ils étaient ils s'en rendaient pas compte. Au fond d'eux, ils avaient dans la passion. Il y avait c'était que de la passion, c'était que du kiff, que à l'époque, s'il y avait pas de stratégie aussi développée qu'aujourd'hui, c'est-à-dire bon, premièrement, il y avait pas de marketing digital, il y avait pas de réseaux sociaux, il y avait pas de streaming. Donc déjà ça change tout parce qu'encore une fois, c'est vraiment ça qui a fait basculer le métier, l'activité, la perception de l'artiste. Déjà les DJ ne se percevaient pas comme artistes eux-mêmes. Ils prétendent, enfin il y avait quand même une barrière à tous ceux que je connaissais, que j'ai pu rencontrer à ce moment-là, ne parlaient pas, ils se vendaient pas comme des artistes. Ils se vendaient comme des DJ, donc des passeurs de disques, des vecteurs d'émotions, mais c'était la musique des autres. Et donc c'était tout à fait nouveau que ces artistes, enfin que ces DJ en devenir, commençaient à produire eux-mêmes leurs propres sons. C'était la casquette du DJ-producteur.
avec le fameux développement du home studio. Ça a aussi beaucoup changé de choses, puisque c'est à ce moment-là, dans le début des années 2000, que ça a commencé pour tous. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont senti au fin fond d'eux-mêmes qu'il y avait peut-être un potentiel, qu'il y avait certainement une voix, qu'il y avait certainement quelque chose à faire. Mais à aucun moment on aurait pu prédire collectivement dans le milieu. Personne ne pouvait prédire à quel point on est arrivé aujourd'hui en 2026. Et ce qu'on vit aujourd'hui en 2026, ça a mis longtemps à venir. Et il y a plein d'aspects de ce qu'on connaît aujourd'hui qu'on ne pouvait pas anticiper, et pour beaucoup, peut-être en partie qu'on peut regretter, parce que il y a quand même des choses qu'on a perdues dans les valeurs, et il y a les paramètres, si tu veux, les paramètres ont énormément trop changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même le DJ producteur qui fait ça par passion pure et qui va s'inspirer de ses idoles, il va avoir aujourd'hui tout de suite dans son paradigme de développement et de développement professionnel, c'est-à-dire pour gagner sa vie, il va tout de suite avoir affaire à des choses qui à l'époque n'étaient pas du tout sur la table. Donc forcément, ça change la donne. À l'époque, donc, c'était très naturel, c'était très instinctif, c'était très spontané. C'était le début du mix sur CD. C'était faut c'est quand vrai, même s'en souvenir. Ouais, c'était voilà, de faire un point Q, c'était nouveau, de faire des boucles, c'était nouveau, de mixer à 3 ou 4 platines, c'était nouveau. Donc il y avait tout à créer, il y avait tout à inventer, il y avait ce côté très aussi transgressif du club. Personne n'avait un appareil photo ou un téléphone pour filmer. Ouais, aussi. Et oui, c'était les premières années où les DJ commençaient à être exposés avec un DJ booth, donc une régie, avec des lumières, avec une mise en scène. Mais il n'y avait pas encore les écrans LED, il n'y avait pas encore les effets pyrotechniques, il n'y avait pas encore les SFX. Quand tu regardes aujourd'hui l'évolution sur 20 ans, tu te rends compte que depuis, le milieu, on va dire 2010, c'est le premier gros tournant, on va dire, qui a fait que le DJ devenait un showman. On va dire que ça a commencé là en 2010, donc ça fait 15-16 ans que ça commence, enfin que ça a commencé. Ça a fait que grossir d'année en année, et aujourd'hui, même dans les musiques underground, il y a ce côté mise en scène de l'artiste qui, alors il y a plusieurs stratégies. Hein. Soit tu mets un artiste avec des jolies filles derrière lui. On peut penser à Ugel, notre ami français marseillais, qui lui a choisi cette stratégie de valoriser son profil d'artiste parce qu'il passe derrière lui avec des jolies filles très sexualisées. C'est une approche. Il y a une approche afterlife dans la musique techno underground avec ce côté visuel, scénographie, 3D, immersion. Ouais, voilà, immersion scénographique très développée où ils investissent des millions et des millions là-dedans, et c'est ce qui a fait que si tu enlevais ça, leur musique toute seule ne sonnerait totalement creuse. Il y a le côté Dimitri Vegas et Like Mike qui a souvent été décrié puisqu'il colle à l'explosion de Tomorrowland avec ce côté big room où on fait 30 secondes de drop, 30 secondes de break, 30 secondes de mic, 1, 2, 3, jump, jump, jump. Ça, c'est quelque chose qui a aussi fait changer les mentalités. Et donc, il y a toutes ces stratégies-là, et après, il faut faire des choix, il faut pouvoir se trouver sa place. Et donc, finalement, la grande majorité des DJ ont dû faire des choix qui parfois ne collaient pas avec leur propre condition. Et donc, ils se sont trouvés à devoir s'adapter, à devoir trouver leur place. Et il y en a certains d'ailleurs qui ont changé de bord ou se sont recréés des nouveaux pseudos parce qu'ils se sentaient totalement pris en otage par des directions artistiques qui ne collaient pas du tout à qui ils étaient humainement. Et ça, c'est souvent ça qu'on oublie, c'est que derrière les artistes, il y a des humains, il y a des hommes, des femmes, qui ont des valeurs, qui ont des sources d'inspiration très différentes. Et aujourd'hui, c'est compliqué pour eux parce que si tu veux faire le choix d'affirmer tes propres, on va dire ta propre ligne directrice, souvent tu t'exclus de facto des tendances, des fameuses trends qui font que tu es un peu borderline ou tu es un peu crossover, pour employer des mots anglais qu'on aime bien. Mais c'est un peu ça, c'est difficile aujourd'hui de trouver sa place parce que t'as à peine 1% des DJ qui sont aujourd'hui qui prennent toute la place, c'est-à-dire qui prennent tous les streams, qui prennent tout l'argent, qui prennent toute la couverture médiatique, 1%. Et puis t'as 99% de personnes qui sont perdues, qui essayent, qui font des projets,
qui essayent soit de redevenir underground, ou soit qui disent ah non, il faut plus être underground, il faut faire maintenant de la cover. Il faut donc en fait, tu vois, ils sont tout le temps dans une réflexion de stratégie. Et ça, c'est ce que je regrette le plus quelque part par rapport aux années où j'ai pu commencer, c'est de se rendre compte que les artistes aujourd'hui ne sont plus artistes quelque part. Parce qu'un artiste, c'est quoi la définition d'un artiste? Pour moi, en tout cas, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. C'est quelqu'un qui crée instinctivement. Et donc ça, c'est quelque chose. Voilà. On le savait que, en faisant cette interview, je savais que Ludovic Rambaud était un privilégié de la musique depuis 25 ans, de la musique dance. Il a vu les époques, il a traversé les époques, et c'est pour ça qu'il est autant bavard. Mais c'est pour ça qu'on aime. Moi, je suis obligé de te couper pour te poser quelques questions parce qu'il y a tellement de choses dans tout ce que tu as dit. C'est tellement J'ai fait le tour en tout cas de mon propos par rapport à toutes ces années, parce que c'est vrai que 25 ans, c'est quand même c'est long. Alors, en fait, le pire dans tout ça, c'est de ne pas tomber dans c'était mieux. Non, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis pas de ce genre-là. En plus, je sais que t'es pas forcément de ce. Mais il y a quand même ce genre-là. Il y a quand même matière à regretter, comme je viens de l'expliquer. Ouais, c'est clair. Mais il y a un exemple. Il y a un exemple bien précis. Je voulais te poser cette question puisque comme ça fait depuis 2001 que t'es dans ce milieu, que t'as côtoyé les plus grands, tu les as vus de près, de loin, t'as pu les interviewer, t'as pu leur parler via tes différents postes, et surtout en tant que journaliste, rédac chef d'un magazine spécialisé. Celui qui symbolise bien cette période, et on en parle très souvent, les DJ en parlent très souvent, c'est Avicii. Et c'est vrai que, est-ce que toi t'as côtoyé, tu l'as vu, t'as discuté, t'as interviewé Avicii? Évidemment, j'ai été même le premier à l'interviewer en France. Il avait 17 ans à l'époque. C'était la première fois qu'il venait faire une tournée en France. Incroyable. Et il passait d'ailleurs à Lyon. Figure-toi, ma première interview d'Avicii a eu lieu au Sound Factory à l'époque. Ok. Donc ça devait être en 2007 ou 2008, je dirais, de mémoire. Okay. Ah ouais, tout jeune, il venait juste de démarrer. C'était sa première fois, c'était vraiment avant qu'il explose. Donc je connaissais très bien Tim. J'ai vraiment suivi son parcours du tout début jusqu'au dénouement malheureusement tragique. Et bon, je peux en parler très longuement. Il y a eu des livres sur lui, il y a eu des séries, des films, des documentaires. Donc je pense que ça sert à rien de commenter tout ça. Mais c'est vrai que j'ai ce privilège-là d'avoir été un des premiers journalistes. C'est d'ailleurs dans les livres biographiques qu'on pu sortir, ils reprennent des passages de l'interview que j'ai pu faire dans Only for DJ à l'époque. Donc okay. C'est marrant parce que c'est la première fois que Tim s'est exprimé dans un média international, enfin en dehors de Suède. Et ça fait plaisir évidemment de voir que, parce que quand on fait ce travail de journaliste qui est assez chronophage, à l'époque c'était tous les mois, faire un magazine c'était compliqué. Et donc ça te prenait tout ton temps quoi. Mais t'avais l'impression de faire ça et tu savais pas forcément. C'est pas comme aujourd'hui où tout est spontané avec tu vois les réseaux sociaux, tu scrolles les commentaires, tout carrément, ça. Carrément. T'es immergé dedans dans la réaction. En fait, t'es dans la réaction permanente. Quand tu fais de la presse écrite, surtout à ce moment-là, avant les réseaux sociaux ou au tout début des réseaux, tu savais pas du tout combien de personnes te lisaient, comment les gens interprétaient ce que tu avais écrit dans les interviews, Et en fait, c'est avec le recul que tu t'en rendais compte quand l'artiste lui-même t'en parlait, quand son équipe t'en parlait, ou quand tu croisais des gens sur des salons ou dans des clubs ou dans des tournées à droite à gauche et que les gens venaient te voir et te disaient j'ai lu cet article-là, c'était incroyable. Et donc quand je sais pas combien d'années plus tard, entre la première interview où tu la réalises dans la loge du Sound Factory et le livre autobiographique posthume, malheureusement, évidemment, bien malheureusement, de Tim, où tu vois que t'as un passage de ton interview qui ressort, tu te dis, en fait, c'est vraiment un travail qui avait une valeur. Et ça fait plaisir. Bon, après, ce qui fait pas plaisir, oui, c'est le cas Avicii en lui-même. C'est malheureusement un cas tragique. D'ailleurs, que j'ai souvent détaillé, que j'ai souvent donné en exemple à mes élèves à l'UCPA, quand j'intervenais auprès d'eux, puisque ça, je le fais plus maintenant depuis 2 ans. Mais j'ai pu rencontrer pendant plus de 10 ans des élèves de l'UCPA qui se formaient au métier de DJ et animateur. Mmh. Je leur donnais à tous l'exemple d'Avicii. C'est-à-dire que avant de construire une carrière, il faut se construire soi-même. C'est-à-dire qu'il faut savoir qui on est. Il faut avoir des valeurs, avoir une psychologie,
Alors ça peut paraître très théorique, ça peut paraître très philosophique, mais en fait c'est la base de tout métier, et surtout les métiers artistiques qui sont très exigeants, qui sont très stressants, qui sont anxiogènes. Et donc quand on a vu débarquer Tim dans les clubs, on savait tous dans le milieu, on l'avait tous vu, il avait pas la mentalité, il avait pas la solidité mentale pour embrasser une telle carrière, la carrière qu'il a pu avoir. Et quand il s'est passé ce qui s'est passé, bon, ça s'est passé en plusieurs épisodes, malheureusement jusqu'à la fin, tragique. Mais on a tous été témoins de ça, et c'est peut-être l'une des plus grosses déceptions de ce milieu, c'est de se dire que derrière les façades où tout le monde s'entraide, tout le monde s'embrasse, tout le monde se fait des hugs et tout le monde se fait des mentions sur les réseaux maintenant, en fait c'est un milieu très individualiste, très égocentré. Et si on n'est pas taillé mentalement pour encaisser tout ça, ben on peut vite dériver, parce que c'est un milieu, la nuit, les festivals, où on côtoie tous les vices de cette terre. Tous les vices, on les a tous à proximité. Donc si on n'est pas solide, si on n'est pas humainement constitué de manière à affronter tous ces vices et à les exclure de son hygiène de vie, parce que la longévité d'une carrière dans le milieu artistique, il n'y a pas de secret. C'est forcément, alors bon, tu me diras, il y a des contre-exemples dans le rock. T'as des papis rockstars qui sont encore là sur scène, et ils devraient peut-être pas être là avec tout ce qu'ils ont pu faire. Mais dans les musiques électroniques particulièrement, vu les on va dire la spécificité aussi des heures de travail, la spécificité du cadre de travail, il faut vraiment être prêt mentalement. Et ça c'est quelque chose, il y a une prise de conscience depuis le décès de Tim. Carrément, parce que tous les DJ en parlent. À chaque fois qu'il y a une interview avec un journaliste qui n'est pas forcément spécialisé d'ailleurs dans ce milieu-là, il pose des questions, à chaque fois sur Avicii. Moi, j'ai vu dernièrement les interviews de DJ Snake et David Guetta avec Hugo Décrypte. Très bonne interview. À chaque fois, on sait que Hugo Décrypte, il n'est pas spécialisé dans la musique électronique, dans la dance. Il parle, il fait parler. Il y a une question sur Avicii, donc ça a marqué tout le monde. Après, je pense que c'est beaucoup dû au fait que les gros mastodontes comme Netflix se sont aussi emparés du sujet, et du coup, forcément, de fait, ça a donné une exposition monstrueuse au sujet, parce que derrière la personne de Tim, le vrai sujet, c'est la santé mentale, qui est d'ailleurs un sujet qui concerne pas que notre milieu, qui concerne tout le monde, la société. Et d'ailleurs, ça a été l'un des sujets d'enjeu national récemment à l'échelle de la France. Donc oui, il y a vraiment eu un déclic, en tout cas, ça c'est clair. Et il y a beaucoup d'artistes et de DJ comme Hardwell et comme plein d'autres qui ont fait des choix de mise en retrait de leur carrière, de leur performance scénique suite à ça, parce qu'ils ont eu vraiment une prise de conscience, et tant mieux. Parce que, en fait, on parle d'Avicii, évidemment, mais il y en a eu beaucoup d'autres qui soit ont disparu des écrans radars pour des raisons de santé, ou qui ont fait des burn-out, ou qui ont pété un câble, qui sont tombés dans des sombres, dans des sphères plutôt sombres. Donc, c'est un métier exigeant, encore une fois, et il faut être prêt à pouvoir le faire de la meilleure des manières possibles. Tout à l'heure, tu as parlé, toi, avec ton œil de privilégié depuis toutes ces années, tu as vu le métier de DJ évoluer. Tu as parlé de Ugel, qui est un ancien de ta maison, parce que tu as géré aussi sa carrière. Son manager, ouais. Tu as été son manager pendant un temps dans sa carrière. Ugel qui utilise du monde autour de lui pour ses sets. Dimitri Vegas et Like Mike en mode entertainment, beaucoup d'animation, beaucoup de shows. Et l'autre, je me souviens plus ce que t'as dit sur le côté avec Afterlife avec des écrans, beaucoup d'animation sur les écrans, de la 3D, très immersif. Pour toi, là on est 2026. C'est quoi l'avenir, puisque toi tu as été quasiment au début de l'émergence des DJ dans les clubs, les discothèques et les festivals. C'est quoi dans 5 ans, dans 10 ans? Je sais que toi, tu as des enfants, tu sais que moi j'ai des enfants. Est-ce que nos enfants vont aller consommer des DJ dans des clubs, des DJ dans des festivals? Est-ce que pour toi, avec le recul que tu as, les contacts que tu as, tu penses que c'est quoi cet avenir?
Oui, quand tu observes la chronologie des faits, tout le chemin parcouru, maintenant tu regardes les têtes d'affiche de musique électronique, que ce soit d'ailleurs dans tous les styles, que ce soit l'afro house, la hard techno ou l'EDM, ce qu'on appelle encore l'EDM pour mettre tous ceux chez qui on ne sait pas trop comment mettre des Le tickets. DM n'existe plus, j'ai l'impression. Ouais, mais bon, regarde, un DJ Snake ou un David Guetta ou un Armin van Buuren restent des DJ EDM, Ok. c'est-à-dire qu'ils sont sans étiquette quelque part. Bon, EDM, ça veut simplement dire Electronic Dance Music à la base, donc en fait, ça veut rien dire. C'est juste des musiques électroniques. C'est juste que la prestation n'est pas forcément marquée dans une veine très particulière. Mais d'ailleurs, DJ Snake, pour parler de lui, il a lancé Outlaw, qui est son projet art techno, donc ça montre aussi que les artistes, comme je le disais tout à l'heure, sont en quête permanente de reconstruction, de remise en question, de nouveaux projets, de nouveaux défis, pour justement ne pas se sentir pris en otage par toute cette hype et toute cette pression. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les DJ évoluent dans une industrie ultra rentable. Donc, pour répondre à ta question sur l'avenir, en fait, d'année en année, nous, observateurs, on pensait qu'il y avait une sorte de bulle spéculative qui allait faire pchit, surtout après le Covid, parce qu'il y a eu 18 mois au cours desquels les DJ n'ont pas pu s'exprimer quand même. Carrément. Donc, on pouvait penser qu'il y aurait eu une remise en question et se dire, bon, bah, ok, les gars, on a vraiment morflé là, on va tous revenir aux valeurs, à l'essentiel, c'est-à-dire à faire danser les gens, puisqu'en fait, à la base, un DJ, c'est pas quelqu'un qui fait un show, un DJ, c'est quelqu'un qui fait danser avant tout, ou qui véhicule des émotions. Mais l'industrie a fait que c'est devenu tellement un business rentable. Aujourd'hui, faut quand même bien comprendre qu'un DJ qui fait 150 dates à l'année, une tête d'affiche, il est multimillionnaire. C'est-à-dire que chaque année, il est multimillionnaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un business ultra industriel, avec tous les codes de l'industrie et du marketing. C'est vrai qu'on n'en parle pas énormément. Enfin, les médias n'en parlent pas forcément. La mode en ce moment, c'est de dire combien gagnent les animateurs télé et compagnie, mais on parle pas des artistes, des DJ qui gagnent beaucoup d'argent dans cette industrie. Et des DJ qui sont d'ailleurs, pour certains, pas sur des sphères mainstream, c'est-à-dire pas sur des sphères populaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des DJ art techno qui sont là depuis 1 à 2 ans gagnent entre 50 et 100 000 euros pour 1 heure de mix. Et qu'aujourd'hui, tous les gros festivals mainstream français comme les Vieilles Charrues, les Eurokéennes, Garo Rock, Rock en scène, tous ces mastodontes de l'événementiel français placent des DJ dans leur line-up, entre eux, Aya Nakamura, Théodora, Maître Gims, Soprano, ce que tu veux. Pour les observateurs comme moi, cette tendance, elle va durer un temps, puisque ça, c'est que de la pure stratégie de management. En fait, si tu places ton artiste sur une scène comme ça, avec ces artistes multigenres, ce qu'on appelle crossover, ben en gros, tu valorises ton artiste et tu fais comprendre au grand public qu'il vaut autant qu'un Gims ou qu'un Mylène Farmer, pour schématiser. Donc, tu fais un pari sur l'avenir pour lui, mais ça ne dure qu'un temps. C'est-à-dire parce que, premièrement, le mec, il se fait chier, pour parler vulgairement, il va venir faire un set, les gens vont rien comprendre. Nous, j'ai déjà vu des scènes où le public est parti devant une Charlotte de Viteux, par exemple, qui joue parce qu'elle joue après un rappeur. Et donc, le public ne comprend rien. C'est-à-dire que le public qui vient voir du rap français va pas rester pour un set de 2 heures de Charlotte de Viteux qui joue techno 160 BPM avec des synthés et des beats rentre dedans. Je dis beats, c'est beats en anglais, hein, évidemment. Vous l'avez bien compris. Mais tout ça pour dire que je pense que pour répondre à ta question sur l'avenir, ça va cesser au bout d'un moment, ce côté purement placement de produit. Parce que ça devient insupportable, ça devient inassumable, à la fois pour l'artiste, pour ses équipes. Alors, ces équipes, pour l'instant, font tout pour que ça dure. Qui place le produit? C'est l'artiste qui se place ou c'est les promoteurs des événements? C'est les managements qui poussent pour que les artistes soient placés comme des têtes de gondole, très clairement. Après, évidemment, l'artiste, il a toujours le droit de dire non. C'est la règle. C'est quand même lui qui décide à la fin. Donc, c'est lui qui drive ses équipes. Donc, ça aussi, pour reparler de la santé mentale ou du stress de ce métier-là, il y a aujourd'hui tellement de sollicitations pour les artistes à l'échelle du monde qui sont tous un peu paumés, si tu veux. Donc, si le management, il est pas avec une vision saine, avec une vraie stratégie artistique, et que c'est juste un management qui est là pour faire du fric, comme 99% des managements actuels,
c'est ça qui fait peur. Et ben forcément, tu dois rentrer dans cette machine, tu dois rentrer dans ce rouleau compresseur. Et pour répondre à ta question sur l'avenir, sur l'évolution pour nos enfants, je pense que ce modèle de festival, gros festival super produit, avec tous les artistes sur la même scène, sans queue ni tête, ça va s'arrêter. D'ailleurs, il y a un chiffre marquant en 2025, 90% des festivals ont perdu de l'argent malgré un remplissage satisfaisant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui font des festivals, les organisateurs, et j'ai cette casquette-là d'ailleurs sur Family Picnic à Montpellier, on se pose tous la question de savoir pourquoi on fait ça encore. Pour quelles raisons, en fait. Donc, tu penses que vous êtes rentré tu penses que toi et tous ceux qui organisent des festivals plus ou moins gros sont rentrés dans un espèce d'engrenage à vouloir dire bah si on l'a fait une fois on peut le faire une deuxième fois et il y a des gens qui nous disent bah refaites-le, etc. toujours plus, un petit peu en parallèle ce qu'a été certaines discothèques à vouloir faire plus de shows, mais au bout d'un moment bon bah en fait le costume il est trop grand. C'est ça. Et aussi surtout on s'y perd. C'est-à-dire qu'on perd nos valeurs essentielles. Faut pas oublier que les musiques électroniques, la house, la techno, c'est de la culture avant tout. D'ailleurs, on a gagné une victoire récemment. Les musiques électroniques françaises sont rentrées au patrimoine immatériel, ont été reconnues par le ministère de la Culture pour rentrer dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc c'est une énorme victoire pour les musiques électroniques françaises. Mais derrière la culture, en fait, si tu veux, il y a une sorte d'incompatibilité entre la culture dans son sens le plus noble et l'industrie. Ça a toujours été un peu conflictuel entre ces deux mots. Culture, industrie, ça colle pas vraiment ensemble. Et aujourd'hui, dans notre business, tu vois, j'emploie le mot business, j'emploie même pas le mot artistique, le monde artistique, j'emploie le mot business parce qu'aujourd'hui, le business a trop pris le dessus. Donc l'évolution, c'est qu'il va y avoir forcément un retour, un reformatage et un retour aux sources. Et le retour aux sources, c'est quoi? Et c'est d'ailleurs souvent ce qu'on constate chez les gros artistes, y compris comme les plus gros, hein, comme David Guetta, comme Afrojack, qui ont tous recréé des alias, Jack Back pour David Guetta, Capuchon pour Afrojack, et je peux en citer plein d'autres comme ça. C'est de se recentrer sur ce qui les a fait commencer, c'est-à-dire la musique, c'est-à-dire la vibe, c'est-à-dire le fait de partager une émotion, de transgresser un public, de pas forcément se mettre en scène au milieu d'une scène surdimensionnée, comme regarde la Sphère à Las Vegas, qui a perdu je ne sais combien de millions, qui est en déficit et qui va ne plus rien faire. C'est-à-dire qu'il y a cette mégalomanie qui a contaminé notre domaine, notre milieu artistique. Et je pense que l'avenir est que nos enfants auront la chance que il va y avoir une prise de conscience. Elle est déjà en cours. Ça va prendre du temps parce qu'il y a trop d'enjeux financiers, comme je l'ai expliqué, mais ça va prendre du temps. Mais en fait, l'avenir, c'est le retour aux racines, c'est-à-dire la musique avant tout. Oublier le côté mégalo des shows, c'est-à-dire en fait même Tale of Us, tu vois, les boss d'Afterlife qui ont été complices de ce à quoi on assiste, c'est-à-dire que la techno est devenue une sorte de spectacle où les gens sont avec leur téléphone pendant 2 heures en train de filmer un show. Ils ont payé leur place plus de 100 € pour venir avec leur téléphone. Et donc, quel est le plaisir pour eux? Quel est le plaisir pour les artistes? Sinon que de se montrer, ah, j'y étais, j'ai filmé, regarde, c'était impressionnant. Genre, on est au feu d'artifice. La musique, avant tout, c'est pas ça. La musique, avant tout, c'est quelque chose qu'on ressent au plus profond de son corps quand on est sur un dance floor. Et c'est ça, je pense, l'avenir. C'est dans les musiques électroniques, ça va être... Et d'ailleurs, c'est pour ça que les musiques hard fonctionnent tellement depuis le Covid. C'est que ces musiques-là, elles sont tellement énergétiques, elles sont tellement explosives, il y a tellement un shot d'adrénaline que les jeunes, les 18-25 ans, se retrouvent plus dans ces musiques-là, parce qu'en fait, il y a ce côté what the fuck, il y a ce côté complètement libéré, fou, qui fait qu'ils ont même pas le temps de prendre leur téléphone pour le coup. Tu vois, ils sont trop dans le ressenti. Et je pense que c'est ça l'avenir. C'est ce style de musique, quand tu dis hard music. Ouais. Moi, c'est pas de la hard music que je vais te citer en exemple. J'ai reçu Upsilon et il fait de la house à 140 BPM et il revendique un peu l'envie de faire de la musique pour faire danser les gens et faire la fête dans les apparts. C'est un petit peu le b.a.-ba de la fête.
C'est-à-dire que on écoute de la musique pour danser, comme tu disais, les DJ sont là pour faire danser les gens. Et je suis assez d'accord avec toi qu'il y aura un retour des prochaines générations ils auront envie de faire la fête et puis se prendre la tête avec un téléphone ou d'aller voir quelque chose de mégalo. Peut-être pour rendre le métier un petit peu plus humble et redescendre un peu sur terre. C'est ça. Comme il a été d'ailleurs et comme il s'est développé, puisque ce métier de DJ, il remonte à la fin des années 80. Et avant tout, faut bien quand même se souvenir que le DJ, à la base, pendant les 40 premières années de l'existence des musiques électroniques, les DJ, on les voyait pas dans les clubs. Non, ils étaient dans un coin, ils passaient juste de la musique. Et ils achetaient eux-mêmes leurs vinyles. Et c'était des vinyles qui coûtaient cher. Et c'était des métiers passion. Donc je pense que de toute façon, dans la musique, c'est des cycles. Et du coup, la passion reprendra le dessus, c'est obligé. Ludo, quand est-ce que t'écris un livre? C'est ce qui te manque dans ta bio là, dans ta bio sur Instagram. Dans ta bio sur Instagram, il y a tout sauf écrivain et je pense qu'il faut que tu sur le livre. Non mais attends, il faut que t'écrives un livre là parce que là déjà avec le temps qu'on a passé ensemble là pendant ce podcast du club, là on va pouvoir écrire un livre carrément. Alors, il y a plein de choses à raconter. Figure-toi que c'est quelque chose qui évidemment en projet me trotte dans la tête depuis pas mal de temps. J'ai écrit pendant 18 ans, mais c'était pour le magazine. Écrire un livre, c'est encore un autre délire. Mais c'est sûr que j'ai la matière. Surtout, je te coupe, mais surtout avec la hype qu'il y a en ce moment les DJ, il y a plein de petits collectifs de DJ qui se montent sur les réseaux, qui parlent DJ, etc. Et je pense qu'il y a matière il y a matière à vendre un livre autour du métier de DJ. Alors sans la prétention, je pense de dire que c'était mieux avant, mais surtout d'écrire ce que t'es l'origine de tout et je pense que t'es bien placé. C'est important les fondations en fait, c'est important de savoir d'où on vient. C'est vrai qu'aujourd'hui les DJ on les voit sur TikTok se mettre en scène et on peut en rigoler. Mais moi encore aujourd'hui, je dis pas que c'était mieux avant parce qu'encore aujourd'hui je suis aussi acteur de cette scène-là et j'accompagne notamment un jeune artiste que tu connais, que tu as déjà reçu dans ton émission, qui s'appelle Nézi, qui est de la même ville que moi, notre petite ville de Roanne, dans la Loire. Et voilà, donc je ne suis pas critique envers comment la scène est. Je suis simplement observateur et j'ai suffisamment de recul pour pouvoir argumenter et expliquer, mettre en comparaison. Il y a des choses quand même qui m'agacent fortement et je pense que j'en ai parlé et vous l'avez compris, mais c'est parce qu'en fait on a trop dérivé. C'est tout simple. Et d'ailleurs, je suis pas le seul à le dire. Je suis pas un cas isolé. Donc après, si j'écrivais un livre, ce serait pas pour cracher dans la soupe. Ce serait plus pour donner une vision un peu plus large. Parce qu'aujourd'hui, le problème des réseaux sociaux et des téléphones, c'est que on pense que tout est instantané et que tout vient de sortir là à l'instant. Mais en fait, non. La house et la techno, ça a mis depuis 1984. C'est-à-dire que ça va faire 50 ans. Attends, je suis pas très bon en maths. C'est 40 ou 50 du coup? 84 à 2025. 84, ça va être 40 ans. Donc ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans, ça fait 42 ans. Imagine, pour moi, ça fait à peu près mon âge l'âge de la radio. Voilà, que ces musiques-là, en fait, que ce métier-là de DJ, d'artiste de musique électronique, il se développe. Et ça, tous ceux qui arrivent depuis les réseaux, ils le savent pas forcément, en fait. Et c'est important. Ils rentrent dans une industrie qui est totalement différente de ce qu'on a pu connaître. Et c'est important de le savoir. Et moi, je souhaite que tu mettes tous ces mots que tu as en tant qu'observateur, en tant que journaliste, en tant que DA, de manager. Je souhaite que tu t'entoures de personnes qui puissent aussi, peut-être que pas tout seul, peut-être que tu vas t'entourer de gens qui puissent mettre des mots et surtout écrire un bouquin. Tu participes à un magazine qui s'appelle DJ Mag, les poteaux Trainix, ils sont en couverture. Ouais. Moi, je vous invite tous les DJ, ceux qui le voient, là en vidéo sur la chaîne YouTube de Radio Scoop ou ceux qui nous écoutent en podcast, abonnez-vous à DJ Mag, ça coûte pas cher. Bon, moi, je l'ai eu gratos grâce à toi, merci. Non, abonnez-vous à DJ Mag. Il y a des belles infos. C'est très très bien illustré. Je fais la promo un peu pour DJ Mag.
Il y Mais, a beaucoup mais d'interviews. c'est vrai que d'ailleurs, à l'intérieur, on apprend beaucoup de choses et c'est vrai que j'ai plaisir à le lire puisqu'il y a des choses qu'on ne trouve pas forcément sur Internet. Il y a des interviews carrément. complètes et c'est L'avantage- très inspirant. L'avantage de la presse écrite, c'est Dieu sait si je la connais bien, parce que j'ai commencé en 2001, encore une fois. Là, on a lancé DJ Mag francophone en 2013. L'avantage de ce magazine, c'est que les artistes qui répondent aux interviews disent des choses qu'ils ne peuvent pas dire sur une vidéo de 15 secondes sur Instagram ou TikTok. Donc on rentre dans une profondeur d'analyse, dans une expérience qui est beaucoup plus sérieuse quelque part, beaucoup plus réfléchie. Donc on apprend beaucoup plus de choses et surtout on a le temps de lire, de tourner les pages, tandis que sur l'écran souvent on n'a pas le temps. Donc c'est important encore de défendre la presse. Exact. Et juste une dernière chose, si tu me permets, Adrien, tu parlais d'un livre. Il y a Ok, Joachim vas-y. Garraud qui vient de sortir un livre, Eh oui, énorme livre, un gros pavé, et qui fait justement tout ce travail d'introspection dont on parlait, de se replonger dans ses archives personnelles. Et bah du coup, c'est exactement ce que je pourrais entre guillemets faire On a avec une hâte. autre approche que lui, puisque moi je suis pas artiste comme Joachim. Mais en gros, la période couverte est exactement celle que j'ai couvert. Ah ouais, on a Donc, hâte qu'il sorte. Hein. Je m'y retrouve et d'ailleurs je suis dans ce livre. Et d'ailleurs, je suis aussi dans ce livre. Et ben voilà, tu vois, donc parce que Joachim c'est quelqu'un aussi qui était très attaché sur les relations humaines et qui en dehors des artistes comme la Swedish House Mafia, Eric Prydz ou David Guetta, dans son livre a pris le soin aussi de mettre en avant des acteurs qui l'ont entouré quand La communauté. voilà, la communauté. Et ça, je pense que c'est peut-être celui qui a le plus compris avec Moziman. Je pense que c'est les deux qui ont le plus compris l'importance de construire une communauté de fans autour de leur projet. Donc ce sont des bons exemples. On a très hâte qu'il sorte. J'imagine que tu as vu les quelques extraits. Moi, j'ai eu la chance aussi de voir quelques extraits. Il y a des passages fabuleux sur Avicii, sur Guetta, sur la conception du matos, de platine, de table de mixage. Ça va être très important. Et on a hâte. Il va sortir début février. Là, il est en précommande, on peut le précommander. Et puis surtout Exactement. dans ce livre, il y a je sais pas combien, des centaines de QR codes qui te permettent d'accéder à des contenus aussi digitaux. Ouais, bah tous les The Mix, toutes les vidéos. C'est pas que c'est vrai que c'est pas destiné. Ah, c'est vrai, c'est bien de le dire ça. Et d'ailleurs, on lui enverra cette partie de vidéo. Et c'est une vraie encyclopédie. Et pour tous les DJ, les jeunes, les moins jeunes, les plus vieux, je pense que c'est quelque chose à avoir, tout comme le livre de Bob Sinclair sur les 30 ans du label Yellow Productions. Magnifique livre objet, quasiment une œuvre d'art parce qu'il y a des photos de dingue. Et Joachim Garraud aussi, il a mis des beaux moments et des belles photos, des archives de dingue à retrouver dans ce livre I Love My DJ Life. Et effectivement, il est en précommande sur son site, donc n'hésitez pas à aller le choper. Et on aura l'occasion de l'avoir en interview aussi pour qu'il nous parle de ce livre. Mais on attend le tien. Toi, tu mérites d'avoir le tien aussi. Allez. En tant que journaliste spécialisé là-dedans. Pour finir, donne-moi un style à suivre là en 2026. Un style musical à suivre, absolument. Un style musical à suivre, pour moi, ce sera toujours le même. Celui qui m'a toujours fait le plus plaisir, c'est la house music au sens large du terme, qui revient très fort à la mode. D'ailleurs, j'ai été très surpris de voir que c'était l'un des genres musicaux les plus écoutés par les jeunes. Et ça me fait plaisir. Pour moi, la house music, c'est l'essence même, c'est la base, c'est tout ce côté groove, tout ce côté sensuel, tout ce côté soulful qui me parle à moi particulièrement. Où est-ce qu'on peut écouter de la bonne house music? Là, si je te dis, voilà, où est-ce que je peux en écouter via des web radios, via une playlist où est-ce que je peux la Franchement, fournir? il y a plusieurs endroits où tu peux écouter sur les plateformes comme Spotify, Deezer, il y a des très bonnes playlists, mais je pense que le meilleur endroit pour écouter de la house music, ça reste les clubs, ça reste les petits clubs. Donc évitez, si j'ai un conseil à vous donner, évitez les gros clubs, parce qu'en fait, c'est rarement de qualité. C'est souvent plus du remplissage qu'autre chose. Si vous cherchez de la bonne house music avec des artistes qui jouent des scuds complètement improbable, que vous allez chasamer toute la nuit parce que vous allez être là genre mais qu'est-ce que c'est que ça, parce qu'en fait c'est que des disques non connus
Moi, c'est ce qui me passionne le plus, et ces DJ-là qui me passionnent le plus. C'est comme ça que je définis le rôle du DJ, c'est d'être un précurseur musical. Donc, il y a plein de super petits DJ house qui mixent dans des tout petits endroits entre 50 et 300 personnes. Et souvent, d'ailleurs, ils se font cracher dessus parce qu'ils disent, ouais, t'as vu, tu mixes dans des endroits, franchement, il y a personne qui te regarde, il y a personne qui vient, il y a pas de public, il y a rien, c'est pas hype. Mais en fait, si, je pense que la vraie hype derrière tout ça, la vraie hype pour nous dans ce milieu-là, c'est justement ces artistes-là qui ont cette dévotion, qui se cassent la tête à trouver des musiques, à trouver surtout, souvent, c'est des vieux disques. Et moi, quand je vois ma collection de vinyles que j'ai ici, en effet, des fois, je me prends plaisir à réécouter des vinyles de house, du milieu des années 2000. Tu vois, des classiques, des Music for Freaks, des tout petits labels qui, pour la plupart, n'existent même plus. Je me dis, waouh, en fait, la house music, c'est quelque chose d'immortel, en fait. C'est peut-être pour moi, le genre musical qui a le moins de chances de disparaître dans la sphère des musiques électroniques. Voilà. Un festival à faire absolument en 2026. Je vais pas être très... Est-ce que j'ai le droit de citer le festival sur lequel je suis moi-même impliqué? J'ai envie de dire Family Picnic à Montpellier. C'est un festival sur lequel je suis impliqué personnellement depuis 2013, donc en tant que programmateur notamment, et j'assiste Christophe Tom Poux, qui est lui aussi DJ producteur de Montpellier. Je l'assiste dans ce festival, je suis chef de projet pour Family, donc en 2026, s'il y a un festival que je conseille, ce serait lui, parce qu'en fait, on revient à Montpellier, c'est les 15 ans de Family Picnic. Ouais, c'est du 1er au 2 août. Ouais, 1er et 2 août, on accueille Elro sur la main stage pendant 2 jours. Waouh. Connaissent, c'est une marque. Je vais venir. Une marque repère. Je vais venir, c'est bon, tu m'as convaincu. Et d'ailleurs, tu vois, ça coche toutes les cases de ce qu'on disait, c'est-à-dire que là, c'est les valeurs essentielles de la fête, c'est-à-dire que c'est le partage, c'est la performance humaine, c'est l'interaction, c'est pas les écrans, c'est pas. Mais si vous avez pas fait une soirée Elro et qu'elle est en France, il va falloir en faire une. Hein. C'est le 1er 2 août, il y a Elro qui débarque à Family Picnic. Voilà, à chaque drop, il y a des confettis. C'est un peu ça, puis c'est 50 personnes, surtout c'est des performeurs. Et bon, alors ça c'est la main stage. Après on a 2 autres scènes où il y aura énormément d'autres artistes. Et d'ailleurs, tu vois, je parlais des petits artistes qui jouent de la bonne house. On en trouve beaucoup chez nous sur une scène qui s'appelle la Nomad Stage. N'en dis pas plus. Je suis en train de noter ça dans le planning familial. Allez, familial, family, tu vois, ça tombe. Voilà. Donc t'as pas besoin d'un petit DJ pour faire la première partie de la première partie de la première partie. Non, moi je viens mettre 3 disques, mais ça coûtera pas cher. Il y a tellement d'artistes, il y a tellement de sollicitations, tellement de possibilités que c'est compliqué. Mais je déconne. En gros, nous, on met en scène, enfin, on essaye de mettre en avant des artistes, encore une fois, qui ont vraiment des valeurs musicales. Nous, on n'est pas le genre de festival à regarder le nombre de followers sur Instagram, vraiment. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller choper Family Picnic sur Instagram, leur donner de la force. Il y a des belles photos, il y a une belle DA, franchement. Et si vous faites de la musique, n'hésitez pas aussi, parce que nous, en fait, encore une fois, ce qui nous drive, c'est la musique. C'est pas la stratégie. C'est vous faites de la musique, n'hésitez pas à nous partager un mix ou une prod. On a un label aussi, Family Picnic Music. Donc en fait, faut pas avoir de honte ou de timidité. Il faut nous partager ce que vous faites. Parce qu'en fait, souvent, il y a des très belles découvertes. Est-ce que tu peux nous dire un artiste à suivre en 2026 ? C'est compliqué pour moi de dire un artiste parce que comme je t'ai expliqué, ça fait 25 ans que je suis dans le milieu et j'écoute de la musique tous les jours. Mais si je dois en citer un seul, et il fait de la deep house organique, il s'appelle Milam, M-I-L-A-M. Il est canadien, il est basé à Hong Kong et il a un talent fou. C'est un pianiste en fait à la base qui fait de la très très bonne musique électronique, assez cinématique avec des influences très variées. Donc moi je pourrais te citer Milam, mais en fait vu que je suis DA aussi et que je signe, je sais pas combien de dizaines d'artistes tous les ans, c'est très compliqué pour moi. Et encore une fois, j'écoute tellement de nouveautés, tellement de choses qui sont pas sorties tous les jours encore de ma vie, que c'est très compliqué honnêtement d'en citer un seul. Bon, je te cite Milam et je te le cite parce que à la fin du mois, il revient sur Family Picnic Music, donc c'est un artiste que j'apprécie. Et je l'apprécie d'autant plus parce qu'il est extrêmement humble. Et moi, c'est une qualité que je cherche beaucoup dans ce milieu,
parce que ça tranche avec ce qu'on voit sur les réseaux. Et moi, ce que j'aime avant tout, c'est l'humain. Et quand je vois qu'il y a des talents comme ça qui sont très peu suivis, hein, très très peu suivis, c'est-à-dire qu'un Milam, personne va le chercher. Hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui m'a juste envoyé des démos, il m'a scotché, et je m'en fiche qu'il ait 150 followers sur Instagram ou je ne sais combien, ou sur Spotify qu'il ait 100 abonnés. C'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est ce qu'il fait. Ce qui compte, c'est ce qu'il arrive à créer. Et moi, en fait, c'est ce que je veux défendre. Et avec l'âge, c'est de plus en plus ce que je veux défendre. C'est cette qualité première de création, de gens qui sont pas là pour se faire voir, qui sont là et ils font ce qu'ils ont à faire. Et après, ça marche ou ça marche pas. Ça, c'est le destin, en fait. C'est pas la stratégie, c'est que le destin. Ludovic Rambaud qui était avec moi dans le club sur Radio Scoop, allez le suivre sur Insta, allez le suivre sur son compte Family Picnic aussi. Il organise avec Tom Poux, un gars de Montpellier, ce fabuleux festival le 1er et 2 août 2026 et on attend le livre parce que c'est un quelqu'un qui est un puits d'informations, un puits de connaissances sur la musique électronique. C'est la première fois que tu viens dans cette émission et j'espère te recevoir très prochainement pour reparler d'actualité et pourquoi pas s'il y a une actualité chaude autour de la musique électronique. Et Nezy peut revenir quand il veut ici dans le club sur Radio Scoop. Merci beaucoup d'avoir pris du temps parce que je sais que c'était une émission où tu étais chez toi, etc. Ouais. Donc voilà, donc tu as pris du temps parce que je sais que ton temps est précieux. Donc merci beaucoup d'avoir pris ce temps, Ludo. Merci Adrien pour l'invitation, c'était un plaisir. Et puis merci à tous ceux qui ont pris le temps d'écouter.